En décembre 2015, la cinéaste Sophie Lambert présente son documentaire intitulé L'amour au temps du numérique. Elle y expose la génération Z qui passe de plus en plus par les réseaux sociaux pour trouver l'amour. Ceux-ci créent de nouveaux tabous puisqu'ils permettent des réflexes d'expression trop simples. Avant, ce sont les auteurs québécois qui abordaient des thèmes tabous de la société à travers des personnages fictifs et des événements romancés pour permettre aux lecteurs de mieux comprendre certains enjeux. Comme par exemple dans mon roman Le cadavre de Kowalski, il y a le viol d'une petite fille. Puis au fond, comment faire? Moi, je me suis posé la question de la représentation de ce genre d'acte-là, dans la mesure où j'ai pas envie que ça soit de la valorisation, par exemple, de ce type d'acte-là, ou que ça puisse exciter certains lecteurs de voir une petite fille se faire violer. Donc, il y avait vraiment la question du point de vue qui parle, à qui, quand, dans l'histoire. Puis à ce moment-là, la scène, on n'est pas certain, pendant qu'elle est en train de se passer, de ce qui est en train vraiment de se passer dans la scène. Donc, c'est essentiellement des bruits. Puis c'est après coup qu'on interprète ces bruits-là comme le viol d'une petite fille. Il y a plusieurs sujets tabous au Québec. Selon un article du HuffPost paru en 2013, les tabous les plus populaires sont la drogue, le mariage et l'adoption gay, le conflit israélo-palestinien, le port du voile, la langue française, la prostitution, la corruption et la sexualité en bas âge. Les auteurs ont ainsi beaucoup d'avenues possibles lorsqu'ils veulent développer autour d'un tabou, et ce, depuis le courant postmoderne de la littérature. La littérature, peut-être sa force, c'est peut-être un certain éloignement. C'est des mots, c'est du texte. Il y a l'auteur, il y a le narrateur, il y a le lecteur tout seul dans son salon qui lit le texte. Donc, il y a quand même une certaine distance qui, ça, peut-être aide à aborder des thèmes qui sont tabous. Les situations qui entourent la mort, puis qu'est-ce que ça veut dire mourir, qu'est-ce que ça veut dire perdre, au fond. Qu'est-ce que ça veut dire perdre quelqu'un, mais qu'est-ce que ça veut dire se perdre. C'est les questions, au fond, de la solitude, puis peut-être d'une certaine, parfois, une adéquation qui ne se fait pas entre la personne qu'on pense qu'on est, puis la personne qu'on est en acte. À travers les réseaux sociaux, l'internaute se sent plus à l'aise, plus ouvert et plus confiant. En 2011, selon une étude londonienne, 50% des jeunes âgés entre 12 et 17 ans utilisaient les réseaux sociaux tous les jours et le pourcentage est à la hausse depuis. Ainsi, l'écrit devient un moyen très utilisé pour s'exprimer lors de l'adolescence. On est, à l'heure actuelle, dans le régime de l'expression de l'opinion. Tout le monde a une opinion sur tout. Il s'agit de suivre Facebook un peu, aller sur les blogs. Je suis assez étonné. Tu prends un article de journal, qu'on soit au Devoir au Journal de Montréal, puis dans certains cas, parfois, tu as 700-800 commentaires à la suite d'un article. Et là, évidemment, les gens s'appellent Zombie 2882. C'est moins engageant quand tu t'appelles Zombie avec un nom de plume, un nom d'emprunt, un avatar. C'est plus facile de s'exprimer. Mais on n'est pas à court d'opinion. Alors, dans ce cas-là, beaucoup d'opinions sont émises par la voie de l'écrit, à travers les blogs. Mais encore une fois, il faudrait voir, là, il faut bien distinguer cette expression de l'opinion. Est-ce qu'elle est faite comme un visage découvert et me reconnaissant l'émetteur de cette communication-là? À ma connaissance, il y a peu d'études là-dessus, mais il faudrait voir quel est l'effet du pseudonyme sur l'expression de l'opinion. Le laïcisme des années 60 au Québec a mené au courant littéraire de la postmodernité. Certaines caractéristiques de ce courant sont l'utilisation grandissante des tabous et l'individualisme. Depuis la modernisation des communications, il y a une nécessité en littérature de transgresser les normes, en d'autres mots, d'aller plus en détail dans les sujets sensibles. En ce sens, les auteurs créent une rupture dans la linéarité du récit, soit la chronologie des événements, pour inviter le lecteur à questionner le sens. Écrire Don Quichotte aujourd'hui, c'est un peu impossible dans la mesure où, quand on écrit sur du papier, ça, on n'a pas la même capacité de couper des paragraphes, les changer de place. Donc, c'est juste ça, ça change. Peut-être que ça devient
peut-être qu'on pourrait faire un lien facile ou saugrenu entre la postmodernité puis la postmodernité dans le texte puis l'apparition des nouvelles technologies, dans la mesure où il y a vraiment eu un éclatement du texte à cause de l'intégration de ces nouveaux logiciels-là qui permettent de jouer beaucoup plus facilement avec le texte. Donc, au fond, si on prend la question, c'est sûr que tout ça, ça influence la littérature. En psychologie, il existe plusieurs types de transgressions relationnelles, dont le manque d'engagement, les émotions problématiques et la distance. Les nouvelles technologies apportent des modifications de comportement qui favorisent la transgression, puisqu'elles installent de nouveaux moyens de communication. Ainsi, les communications interpersonnelles redonnent un souffle nouveau à la création littéraire. Le problème de l'écrit, c'est que ça amène de la confusion, une interprétation de ce qu'on envoie à une autre personne. Tandis que le discours oral, si jamais il y a un problème dans la communication, qu'il y a un obstacle, dans le sens qu'on va utiliser un mot qui n'est pas compris de la bonne façon par l'autre, qui est mal interprété, eh bien l'autre personne est là tout de suite pour pouvoir réagir et ça se fait d'une façon beaucoup plus efficace. Puis je crois que l'écrit devrait être réservé à des informations plus techniques. Selon une récente étude parue dans le Nouvelliste, les internautes se permettent d'exprimer ouvertement leur opinion puisqu'ils sont à distance et qu'ils sont la plupart du temps dans l'anonymat. Les responsables de Facebook tentent tout de même de garder le contrôle quant au contenu haineux. En littérature, l'auteur est libre de transgresser. Ainsi, la figure du monstre est démystifiée entre autres dans le roman Le Monstre d'Ingrid Falaise. Et il y a un appauvrissement sur le champ de la qualité de communication qui me semble avoir des répercussions en amont sur la capacité du développement intellectuel. Et là, ça, c'est vraiment préoccupant. Il y a un amalgame là, qui me semble être dangereux. Bon, évidemment, il ne faut pas perdre de vue la prégnance et, je dirais, l'importance considérable qu'a pris l'image en mouvement dans la vie de tous les jours et dans la vie de bon nombre de personnes, qu'on ait 20 ans ou qu'on ait 80 ans. Le 13 décembre 2006, la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées invite les États à prendre des mesures appropriées pour assurer et promouvoir l'accès des personnes handicapées aux systèmes et technologies de l'information et de la communication, y compris l'Internet. L'accès à l'Internet brise déjà un tabou puisqu'il donne accès à du contenu sexuel à cette minorité. Entre autres, le documentaire Sexe, amour et handicap abordait cette problématique peu connue. Je pense que les réseaux sociaux ont fait en sorte que les personnes qui vivaient des difficultés, qui étaient isolées, par exemple des jeunes homosexuels, des gens qui sont de couleur noire dans certaines régions du Québec, des maladies spéciales que certaines personnes peuvent avoir, ont retrouvé des façons de communiquer avec d'autres personnes qui vivent des réalités semblables. Et dans ce sens-là, les réseaux sociaux ont été très bénéfiques pour eux. L'utilisation des réseaux sociaux a propulsé un nouveau tabou chez les adolescents, soit l'hypersexualisation. L'une des conséquences importantes est la sexualisation précoce qui se caractérise par des enfants qui développent des attitudes et des comportements sexués qui ne correspondent pas à leur stade de développement psychologique et sexuel. La Fondation Y des femmes combat l'hypersexualisation en faisant des tournées au Québec afin de promouvoir un documentaire produit par l'ONF intitulé « Être ou paraître ». Bien, dans le fond, je pense que les réseaux sociaux, ça a un impact que ça alimente l'hypersexualisation, dans le sens que les jeunes filles s'accrochent beaucoup à ça, créent beaucoup un lien d'appartenance avec l'image projetée, beaucoup les publicités, l'image parfaite de la jeune fille, tout ça. Donc, l'idée aussi des jeunes filles, c'est de ressembler à ces gens-là. Selon une étude effectuée par des universitaires de l'UQAM, il ne s'agit pas seulement de s'inquiéter du fait que les jeunes puissent voir ces images ou scénarios ou d'y avoir accès, mais de se préoccuper du réel recul qu'ils arrivent à prendre face à ce type précis de messages. Les messages éducatifs associés à l'amour, à la relation à l'autre et au respect peuvent sembler bien dépassés à l'époque du sexe quand on veut, et ce, au bout d'un simple clic. Il cite Brown et Witherspoon, qui ont évalué en 2002 l'augmentation de la fréquence du contenu sexuel à la télévision américaine.
Il rapporte qu'il y avait 4 fois plus d'incidents sexuels au début des années 2000 qu'en 1976, soit en moyenne 8 heures par jour de télévision. Les parents disent « Ah, c'est pas grave, c'est rendu comme ça maintenant », mais non, c'est pas comme ça. C'est pas normal des petites filles de 8-9 ans qui ont des relations sexuelles complètes, tu sais. Pour pouvoir développer leur esprit critique, les jeunes doivent être informés pour faire face aux messages et publicités diffusés par les médias traditionnels et les nouveaux médias. Le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, soit le CALAC, est une organisation qui lutte et dénonce toutes les formes d'agression à caractère sexuel. Il propose de faire des vidéos de sensibilisation destinées aux réseaux sociaux, puisque c'est l'un des moyens de communication les plus utilisés par les jeunes. Prévention, sensibilisation auprès des jeunes aussi. Puis moi, on en parlait beaucoup au secondaire, mais là, maintenant, moi, j'irais vers le primaire, de parler de ça, tu sais, quand on regarde des revues, ça, c'est pas vrai, ça, c'est corrigé, tu sais, du avant, du après, d'y aller plus jeune. Puis beaucoup aussi de compagnies ont commencé à bannir certaines chaînes, exemple, de vêtements parce que c'était pas approprié. Je pense entre autres qu'à un moment donné, il y avait une compagnie de sous-vêtements pour petites filles, mais qu'il y avait des propos écrits sur les sous-vêtements qui apportaient à la sexualité, mais chez des petites filles de 5-6 ans. À l'heure actuelle, la littérature a très peu traité ce tabou moderne. Des forums sont créés sur Internet par des citoyens concernés, dont des parents de jeunes enfants et d'adolescents, par exemple Parents Alerte, pour dénoncer l'impact d'Internet sur le comportement des jeunes. Si on se fie à la littérature passée et au fait qu'elle aide à démystifier les tabous, l'hypersexualité devrait être un sujet de plus en plus traité par les auteurs. Pour l'instant, des séries de livres pour adolescentes surtout, comme Winx Club, mettent en scène du contenu à caractère sexuel. Pour les questions de sexualité, j'ai écrit un autre texte qui s'appelle L'Aquarium, qui se passe c'est des adolescents, c'est un peu des premières expériences déchues de relations sexuelles. Puis encore là, c'était la question du point de vue. Qui raconte? Là, à ce moment-là, c'était l'adolescent de 14 ans. Donc, c'est sûr qu'il y a un point de vue assez naïf. Mais toi, en tant que lecteur, si tu as 14 ans, tu es dans la même naïveté. La réforme scolaire avait retiré de façon progressive les cours sur la sexualité au primaire. L'étude réalisée par l'UQAM a pour mission d'outiller les jeunes face à l'hypersexualisation en leur fournissant des outils pédagogiques, dont des œuvres littéraires, qui permettent d'informer, mais surtout de démystifier le tabou. D'ailleurs, une quinzaine d'écoles mèneront un projet pilote durant les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017, visant à réintégrer l'éducation sexuelle. Ces apprentissages pourraient être étendus à l'ensemble des écoles à partir de l'année scolaire 2017-2018. Si le projet pilote donne des résultats positifs, le Québec pourra espérer réduire l'hypersexualisation chez les jeunes qui sont influencés par les réseaux sociaux. Ici Marilyn Romero pour l'informateur.ca du Cégep régional de la Naudière à Terrebonne.